Bienvenue à tous. Ça fait toujours du bien de vous retrouver chaque semaine et de pouvoir découvrir avec vous les merveilles, les cultures ou encore les sports du monde. Je sais que dès l'entame de cette émission, vous êtes déjà impatient d'avoir la question de la semaine qui vous permet de gagner par tirage au sort pour le compte de ce mois un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Sans plus attendre, voici la question. De quel personnage parle-t-on dans le documentaire? A. Kirikou, B. Pocahontas, C. Vikings. Répondez-nous en formulant cette D suivi de votre réponse que vous nous envoyez au numéro court 8877. Sachez qu'au Danemark, l'histoire s'écrit à coups de hache sur des pierres. Et pourtant, ce pays scandinave est une terre douce et paisible aux paysages particulièrement lumineux. Situé au nord de l'Allemagne, le Jeu de Londres est la plus grande province danoise. C'est aussi la seule qui ne soit pas humide. Dans ce pays des légendes, les prouesses des conquérants vikings restent gravées dans l'imaginaire. Les Vikings ont une référence dans l'histoire du Danemark car ils sont un fragment de sa grandeur. C'est sans doute pour cela que chaque année, les Danois organisent de grands rassemblements pour ressusciter leurs ancêtres au destin prodigieux. Les Vikings sont une référence dans l'histoire du Danemark, car ils sont un fragment de sa grandeur. C'est sans doute pour cela que chaque année, les Danois organisent de grands rassemblements pour ressusciter leurs ancêtres au destin prodigieux. Mosgård, près de la ville d'Aarhus, sur la côte est du Jutland, accueille chaque dernier week-end de juillet un important rassemblement viking. Pour ces hommes et ces femmes, le but est de revivre le quotidien de leurs ancêtres. On y vient en famille. On revêt les habits d'époque, on dort sous la tente sur une peau de chèvre, le tout dans un esprit de pèlerinage convivial et bon enfant, à la mémoire des hommes du Nord. Plus qu'ailleurs, la province du Jutland a gardé d'authentiques témoignages de cette époque. À Lindholmhöj, au nord de la presqu'île, se trouvent les plus grandes sépultures vikings de Scandinavie. Les fouilles archéologiques des années 50 ont révélé plus de 700 tombes aux formes diverses. Les pierres sont disposées en ovale ou en triangle, selon le sexe et le statut du défunt. C'est dans ce site funéraire que les morts étaient incinérés, accompagnés de leurs offrandes, selon un rituel païen dans un premier temps, puis chrétien. À Furkat, dans la vallée d'Onsil, les vestiges d'une forteresse construite en 980 par le roi Harald à la Dent Bleue constituent un haut lieu de la mémoire du peuple viking. Une fortification comme celle-ci abritait 4 groupes de 4 maisons, délimités aujourd'hui par des pierres blanches au sol. La disposition de ce site archéologique nous permet également d'en savoir plus sur ses habitants, comme nous l'explique Anne Mette Gilsgaard, conservatrice du lieu.
C'est très difficile de dire comment étaient réellement les Vikings. Ils étaient probablement comme la plupart des gens d'aujourd'hui. L'idée qu'ils étaient des guerriers dans l'âme, ça, c'est ce que les étrangers ont toujours pensé des Vikings. En réalité, 95% d'entre eux étaient agriculteurs. D'autre part, je tiens à dire que nous n'avons jamais trouvé des casques de Vikings avec des cornes. Si les Vikings n'étaient pas tous belliqueux, ici, à Mosgore, on a choisi de faire revivre cette image d'Épinal. Parmi les 400 participants, il y a le groupe des guerriers. Ils sont une centaine et animent le festival de leur ferveur. Ils viennent de toute l'Europe, c'est pourquoi ils se parlent en anglais lors du briefing. Le combat que nous allons livrer va être à la fois grand et spectaculaire pour le public. Pendant le spectacle, si vous avez le moindre problème avec un adversaire, par exemple quelqu'un qui vous frappe à la tête, signalez-le lui. Si vous portez une cotte de maille et que quelqu'un vous touche, dites juste « un » ou encore « tu m'as eu ». Faites-lui savoir qu'il vous a touché. Bon, c'est à peu près tout pour ce soir. On se retrouve tous à 3 heures sur la plage. Comme son nom ne l'indique pas, Henrik Gauthier est danois. Il participe au festival de Mosgore depuis plus de 10 ans. Grâce à son expérience, il est devenu le coordinateur du groupe des guerriers. Informaticien de profession, Henrik n'en reste pas moins viking en toutes circonstances. Pour moi et mes camarades qui sont ici, le fait d'être viking est quelque chose d'essentiel. Je ne deviens pas viking durant le week-end uniquement. C'est quelque chose de plus profond. C'est mental. Ça ne se limite pas à porter une cotte de maille. Salut et bienvenue à tout le monde. Linda, qui vient de Suède, et moi qui suis hollandais, mais qui vit au Danemark, on va vous inspecter les uns à la suite des autres. On va essayer d'être bref, parce que je sais que vous avez tous beaucoup de choses à faire. Ruud Konijne est vérificateur d'authenticité. Sa mission est de veiller à ce que ornements, vêtements et autres accessoires respectent la conformité à l'époque viking. Ces chaussures ont été trouvées dans une ville viking quelque part, je ne m'en souviens pas. Elles ne sont peut-être pas OK, mais je vais en avoir d'autres bientôt, sûrement la semaine prochaine. Ça va si j'utilise ça pour le spectacle? Ah, ça, c'est pas viking. C'est pour ça que je demande. Ouais, mais tu as d'autres armes de toute façon. C'est bien pour commander, mais je peux les laisser de côté. Ça, tu l'enlèves. Il n'y a pas de cordon de cuir et la chaîne, c'est pas viking. Demain, tu retires tes chaussettes et la chaîne, ok? Linda, elle, ne combat pas, mais elle connaît beaucoup de choses. Les vêtements, les teintures, le style, l'origine des matériaux, et moi, je m'y connais un peu sur tout. Donc les pendentifs, les boucles de ceinture, les détails, les armes. Et les deux raisons pour lesquelles c'est important, c'est que d'une part, nous voulons donner au public une vision juste du style viking. Et que d'autre part, comme il y a des gens d'origine très différentes ici, nous devons contrôler les costumes et aussi veiller à l'équilibre de l'armement des guerriers. Nous essayons d'éduquer les combattants. Les dernières mises au point ont été faites, les préparatifs sont terminés, le festival de Mosgore peut commencer. 1 heure avant le premier combat, les guerriers s'équipent de leur cotte de maille. Elle pèse 14 kilos, sans compter les divers équipements supplémentaires. Ces affrontements armés s'apparentent à un immense jeu de rôle.
Mais pour beaucoup, ce n'est pas qu'un jeu. Man har stress. Les combats vikings constituent un rendez-vous important avec leur courage, leur audace et leur masculinité. Un scénario a été soigneusement mis au point afin de créer un véritable spectacle. Les guerriers se provoquent, les deux chefs se défient, puis c'est l'affrontement général jusqu'à ce que l'une des deux équipes soit vaincue par l'ardeur et la force de l'autre. L'issue des combats n'est jamais déterminée à l'avance. Le combat, ce n'est pas quelque chose que je fais uniquement devant un public. Ce n'est pas qu'un spectacle. Le combat englobe beaucoup d'autres choses. C'est un sport à part entière. Je fabrique moi-même les copies d'armes dont je me sers. Ce que j'aime dans le combat, c'est l'authenticité, l'excitation, la compréhension d'une époque aussi. Le combat viking, c'est comme le karaté, le judo ou la boxe. Tanja Dix est allemande. Durant le rassemblement, elle fait partie de la tribu des guerriers et participe à tous les combats. Je pense qu'il y a une formidable relation entre le fait de libérer une agressivité guerrière de manière contrôlée et le fait d'être ici, dans cet espace paisible. En quelque sorte, c'est une manière d'être proche de la nature, et de la nature humaine, parce que tous ici, nous avons en commun le goût du combat. Habituellement, on se bat pour soi-même, mais ici, les forts se battent pour défendre les faibles. Le spectacle terminé, tous rentrent au camp pour se replonger dans leurs univers personnels. Pour beaucoup, participer à ce festival revient à s'offrir une parenthèse dans une effervescence contemporaine parfois trop pesante. Morsgård est également réputé pour son artisanat. On y trouve tout ce qui a caractérisé le quotidien des Vikings, comme par exemple l'ambre, qui servait à l'époque de moyen de paiement. Indus Pearson est un artisan de l'ambre depuis 15 ans. Chaque pièce qu'il façonne est unique, à l'image de cette matière précieuse. Pour lui, l'ambre est certes un métier, mais c'est avant tout un art de vivre. Quand tu travailles un produit aussi naturel que l'ambre, beaucoup de sentiments te traversent. Tu as l'odorat en éveil car l'ambre sent bon et c'est tout simplement très agréable. Ça sent la nature, ça dégage de la chaleur aussi.
C'est un matériau naturel fantastique à travailler. Chaque fois, c'est différent. Quand tu prends un nouveau morceau, c'est une découverte. Ce n'est pas 2 fois la même chose. C'est un défi, et les défis nous permettent d'avancer. La plage de Haine, sur la côte ouest du Jutland, est un des endroits où on trouve ce que l'on appelle ici l'or du Nord. Il est fréquent qu'après un violent orage, l'ambre s'échoue sur le sable lorsque la mer se retire. Indus vient souvent marcher sur cette plage. Il y puise son inspiration et quelquefois, il tombe sur le précieux caillou. L'ambre, c'est la sève des arbres qui est tombée dans les rivières et les lacs à l'époque de l'ère glaciaire, puis s'est déplacée. L'ambre est recueillie ici, sur les côtes, à même le sable, ou alors il faut creuser pour la trouver. Celle que l'on déterre est froide, tandis que celle que l'on ramasse sur la plage est chaude. Pourquoi? Personne ne le sait. Ce morceau que je viens de trouver doit avoir environ 12 à 13 millions d'années. Il a été transporté à travers les âges par la force de la nature. Bientôt, il deviendra un bijou qu'une femme portera. À Mossgård, les festivités ne se passent pas seulement sur Terre. Le spectacle se déroule également sur les flots bleus de la mer Baltique, car le drakkar est indissociable de la culture locale. Ce drakkar s'appelle Nihok, un nom tiré de la mythologie viking et qui signifie « le petit dragon éternel ». L'équipage est venu de Pologne par la mer pour participer au festival. En route, ils ont essuyé 2 orages et une tornade qui a bien failli les retourner. La légende dit que les marins qui ne savaient pas chanter pour égayer les éprouvantes traversées étaient exclus de la tribu. L'équipage du Nihok a su préserver la tradition. Tony Andersen navigue depuis l'âge de 9 ans. Après avoir parcouru toutes les mers du globe, il a choisi de construire des drakkars. À ses yeux, ces bateaux d'explorateurs aux paramètres idéaux symbolisent toute la splendeur de la civilisation viking dont il est l'héritier. C'est une époque importante dans l'histoire nordique, pendant laquelle on a bâti nos fondements, la manière dont on pense et dont on réagit aujourd'hui, ici en Scandinavie. L'héritage politique et culturel, ainsi que les choses qui étaient fabriquées à l'époque, tout ça c'est très important pour moi. Comme par exemple ce bateau qui navigue parfaitement et qui est le reflet du savoir-faire des Vikings. Le camp de Mossgård est situé au bord de la mer, à l'embouchure de la rivière A. Cet endroit précis a toujours constitué un carrefour commercial stratégique. À l'époque viking, toutes les marchandises y transitaient et son marché quotidien fut un rendez-vous majeur dans le développement du Danemark. Aujourd'hui, les nombreuses échoppes font revivre cet esprit marchand. Les visiteurs peuvent acheter toutes sortes d'objets artisanaux fabriqués sur place. Entre 2 combats, les animations artisanales attirent chaque année plusieurs dizaines de milliers de curieux. Durant 2 jours, acteurs et spectateurs viennent s'immerger dans cette atmosphère. Dans la vie de tous les jours, je suis médecin. Mais ce qui m'amène ici, c'est la passion. C'est mon hobby. On rencontre des gens merveilleux. C'est une bonne façon de faire quelque chose de totalement différent.
Habituellement, les Vikings sont perçus comme des barbares, qui ne se lavaient jamais, qui sentaient mauvais, etc. Mais ce n'est pas vrai, ils étaient propres. Partout où sont passés les Vikings, on trouve des peignes. C'est typiquement viking d'utiliser des peignes chaque jour. Éric Le Rouge, lui, fabrique et vend des bijoux en argent d'inspiration viking. Il est aussi tailleur de pierre runique. Tout au long de l'année, il travaille dans le camp viking de Ribe, au sud du Jutland. Les premières pierres datent de l'an 800. Les inscriptions en alphabet runique représentent soit la mémoire d'un grand homme, le témoignage d'un remerciement, ou peuvent aussi être une signature, une manière de dire que l'on a existé ici même, à ce moment-là. Je trouve mon inspiration dans les vieilles pierres et dans l'art ancien viking. Je ne fais jamais de copie d'autres pierres runiques. Je fais toujours mes propres pierres. C'est quelque chose de spécial, c'est comme un message pour le futur, quelque chose qui va exister pour l'éternité. Les anciens graveurs de runes devaient avoir le même sentiment que moi, celui de laisser une trace pour l'éternité. Le camp de Ribe est un lieu hors du temps. Comme Éric Le Rouge, quelques artisans, des puristes de la culture viking, y travaillent. Ils y ont élu domicile à l'année. Les Vikings ont légué au peuple danois le goût du calme, de la sérénité et un profond respect de la nature. Ainsi, le pays a développé une politique de protection de l'environnement très sophistiquée en exploitant l'énergie la plus puissante et la plus naturelle, le vent. Ici, on l'écoute et on s'en fait un allié. Il souffle tout au long de l'année à une vitesse de 7 à 8 mètres par seconde et a donné naissance à des forêts d'hélices éoliennes qui fleurissent dans les campagnes et sur les côtes. C'est le plat du guerrier. Normalement, il est fait avec du chevreuil, et quand on n'en a pas, on utilise du bœuf. Mais là, j'ai eu de la chance. Il faut laisser mijoter toute la journée. C'est très long à faire, et c'est pour ça que ça s'appelle le plat du guerrier. Dans le temps, c'était les femmes qui le préparaient pour les hommes quand ils revenaient le soir après la bataille. Moi, aujourd'hui, je fais la femme. Quelle allure! Tu trouves? Tu aurais dû me voir hier soir. Il y a un très très grand degré de maîtrise de soi dans la forme de combat que nous pratiquons. Nous savons tous ce que nous faisons, car il y a un vrai apprentissage avant de combattre. Aucun guerrier ne va trop loin, et si c'était le cas, il serait éliminé tout de suite. L'escalade de la violence est impossible. Pour les guerriers, comme pour les spectateurs, le point fort du festival s'appelle le cercle.
Il s'agit du dernier combat. Un combat un peu spécial, puisque ce n'est pas l'affrontement de deux équipes, mais plutôt une série de duels et de corps à corps. Les guerriers s'affrontent pour s'éliminer progressivement, sans oublier bien sûr le sens du spectacle. À l'issue de ces duels, un seul viking sortira gagnant. Et ce jour-là, Jörn devient le héros de Mosgård. J'ai gagné, c'est incroyable, fantastique. Ça fait 5 ans que j'attendais ça. Après 2 jours de fêtes et de spectacles, le festival viking de Mosgård se termine. Qu'il soit danois, suédois ou norvégien, il replonge une partie de la Scandinavie dans son passé glorieux. Chacun y vient pour des motifs différents, mais tous en repartent unis et fascinés par cet épisode de l'histoire, une époque qu'ils considèrent comme une partie de leur histoire personnelle. Vous l'avez compris, c'est bien la fin de ce documentaire. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez la bonne réponse à la question de cette semaine qui est: de quel personnage parle-t-on dans le documentaire? A. Kirikou, B. Pocahontas, C. Vikings. C'est peut-être vous qui remporterez le magnifique électroplasma d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. À la semaine prochaine.